Bon après-midi à toutes et à tous. Reprenons nos travaux et remettons la modération dans les mains de Clara Roca, qui on remercie encore une fois d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Hilaria et puis merci à Pascal aussi pour cette invitation à modérer la deuxième session de ces journées d'études. Comme Sophie ce matin, je tâcherai d'être bienveillante mais ferme pour vous guider dans les temps voulus jusqu'à la fin de cette journée. Et je vous propose donc de commencer en accueillant Guillermo Juberias Gracia, qui va nous faire l'honneur de présenter le premier sujet de l'après-midi. Il est actuellement à terre en civilisation de l'Espagne contemporaine à l'Institut d'études politiques de Lyon. Il a aussi enseigné à l'Université de Saragosse et l'Université Bretagne Sud. Il est docteur en histoire de l'art, auteur d'une thèse intitulée, et je traduis correctement j'espère, Peinture de genre et identité nationale, Goya et la construction d'une image de l'espagnol 1868-1928. Donc, comme le titre l'indique, il est spécialiste de Goya et consacre l'essentiel de ses recherches à l'art espagnol des 19e et 20e, en posant notamment les questions de l'identité nationale. Et c'est justement aussi à travers cette perception de l'art espagnol via le collectionnisme en France qu'il va s'intéresser cet après-midi à la collection de Goya à Paris via donc la collection de Jacques Doucet. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier Hilaria Andreoli et Pascal Cougy de m'avoir invité à ces journées d'études. Et donc, le titre de ma communication, c'est « Collectionner Goya à Paris ». Je vais me chronométrer parce que sinon ça risque d'être plus long. Et « Collectionner Goya à Paris, nouveaux apports sur la collection singulière de Jacques Doucet ». Donc, d'abord, je voudrais parler du collectionnisme de Goya à Paris, pour parler ensuite de comment Doucet il a été collectionniste de peintures de Goya, et un collectionnisme qui s'inscrit dans son goût pour la peinture du XVIIIe siècle. Et puis je parlerai de la collection d'estampes de Goya dans la bibliothèque d'art et archéologie. Donc, tout au long du XIXe siècle, Paris a été un important centre de vente, collection et d'études de la peinture espagnole, contribuant à sa diffusion en Europe et au goût ultérieur pour l'art hispanique à l'étranger. Dans le cas de Goya, certains artistes, écrivains et intellectuels français ont contribué à l'appréciation précoce de certaines facettes de l'œuvre du peintre aragonais qui ont mis du temps à être appréciées en Espagne. Donc, tout d'abord, il faut noter comment l'étude du collectionnisme de Goya en France n'a été que partiellement abordée. Les études sur la fortune du peintre en France ont été éclipsées par l'intérêt suscité, bien sûr, par Velázquez, dont l'influence a été beaucoup plus palpable dans l'art français du XIXe siècle. Néanmoins, la question de l'influence de Goya dans l'art graphique français et de son influence sur les productions picturales de certains artistes français comme Édouard Manet ou par exemple Zacharias Struck ou Odilon Radon, dont on a entendu parler ce matin, elle a été abordée. Donc, d'abord, il faut signaler comment il y a deux modes de diffusion de Goya en France au XIXe siècle. Il y a la circulation de ces gravures, qui par ces conditions sont plus faciles à transporter, qui ont été collectionnées par des personnalités françaises, comme par exemple la famille Guillemardé, dont je vais parler tout à l'heure. Mais il y a aussi la réception de ces peintures, comme par exemple dans la Galerie espagnole au Louvre, à l'époque de Louis-Philippe, et aussi l'acquisition de différents musées français, dont le musée du Louvre, mais aussi quelques musées de Provence, comme les musées de Lille, de Castres, Angers, Grenoble ou Bayonne. Donc, le peintre Goya, il s'est rendu à Paris en juin 1824 et il reste 2 mois dans la capitale française avant de s'installer à Bordeaux, la ville, comme vous savez, où il a fini ses jours. Paradoxalement, le collectionnisme d'œuvres de Goya à Paris est antérieur à ses séjours. En 1798, il avait peint un portrait de Ferdinand Guilmardet, comme vous pouvez voir dans la photo que je vous montre ici. Il était l'ambassadeur de France à Madrid. Ce portrait il a été exposé à Madrid, à l'Académie de Madrid, à l'Académie royale de San Fernando. Et puis, les tableaux, il est venu en France avec son propriétaire et il a été donné au musée du Louvre par le fils de l'ambassadeur, Louis et Félix Guilmardet.
Ces deux personnalités, lui et Félix Guilmardet, ils conservaient de gravures de Goya, notamment les caprices, qui ont été copiées, comme vous le savez aussi, par Delacroix, et qu'on peut les constater dans les dessins qui sont conservés au musée du Louvre. Et ici, je vous montre deux dessins qui ont été faits par Goya lors de son séjour à Paris et puis à Bordeaux. Et je l'ai vu à Paris, comme il dit, et aún aprendo, je l'apprends encore. Un autre jalon important dans le collectionnisme de Goya, bien connu et documenté, c'est la présence de ces tableaux dans la galerie espagnole, cette éphémère galerie, puisque avec la chute de la monarchie de Louis-Philippe, elle a disparu. Comme vous le savez aussi, la galerie espagnole elle a été créée par le roi Louis-Philippe avec l'aide du baron Taylor qui s'est rendu en Espagne pendant 2 ans avec une mission d'acheter des peintures espagnoles dans une énorme quantité. Et ici, vous pouvez voir l'inventaire de la galerie espagnole qui est conservée aux Archives nationales de France et qu'on peut mettre à côté du catalogue de cette galerie espagnole qui est conservée à la BNF. Donc, Goya, il était très bien représenté dans la galerie espagnole. Il y avait 11 œuvres de Goya qui ont fait partie de cette collection. Et entre les œuvres de Goya qui ont fait partie de la galerie espagnole, on y retrouve par exemple le portrait de la duchesse d'Albe, qui était très, très connu et qui maintenant fait partie de la collection de la Hispanic Society à New York, ou par exemple Las Majas en el Balcón, Las Majas au balcon, qui a été récupéré, qui a inspiré plusieurs peintures et aquarelles d'artistes français au XIXe siècle. Donc ici, vous pouvez voir Las Majas en el Balcón, et à côté, j'ai mis Las Viejas, qui est un tableau qui appartient aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Lille, qui faisait partie de la collection de la galerie espagnole, mais qui n'était pas exposé à cause de son esthétique qui était jugée comme un peu grotesque à l'époque. Je vous montre ici les détails de Las Viejas, le vieil. Aussi, très important pour comprendre le collectionnisme de Goya à Paris sont les ventes aux enchères. Et, il y a eu plusieurs ventes aux enchères de Goya à Paris, de dessins, de gravures, de peintures, bien sûr. Mais très important pour l'histoire du collectionnisme de Goya en France a été cette vente de 105 dessins de Goya à l'Hôtel Drouot en avril 1877. Et les propriétaires de tous ces dessins étaient Federico de Madrazo. Federico de Madrazo, il était le directeur du musée du Prado et il était aussi le directeur de l'Académie royale de Madrid. Et donc, comme il était le principal responsable de la conservation du patrimoine national d'Espagne, il n'a pas voulu associer son nom à la vente de ces dessins qui ont été vendus par un intermédiaire appelé Paul Lebas. Donc, je vous montre ici quelques dessins de Goya qui sont très en rapport avec sa production des gravures et qui ont été vendus à Paris lors de cette vente. Les mêmes années, la grande collection d'art du duc d'Albe a été vendue à Paris et dans l'annonce de la vente de la collection, on peut voir l'annonce de la vente aussi des 14 fresques de Goya. Il ne s'agit pas des 14 fresques de Goya, il s'agit des peintures noires de Goya qui ont été exposées l'année suivante à Paris et qui ont été finalement données au musée du Prado parce qu'elles ne sont pas vendues en France. Donc, finalement, on peut se demander quel était le profil des collectionneurs de Goya à Paris au début du XXe siècle. Et pour étudier le collectionnisme de Goya à Paris, nous avons trouvé un document très éclairant, c'est une liste de collectionneurs de Goya en France. Et en 1903, c'est une liste qui a été rédigée par le Comité de rapprochement franco-espagnol en 1927, qui nous dit exactement quelle personnalité collectionnait d'œuvres, de dessins et de gravures de Goya en France en 1903. Et parmi la liste, on peut trouver de différents types de collectionneurs et de différents profils, comme par exemple hommes de la finance ou de l'industrie, et qui étaient parfois aussi membres de la vieille aristocratie européenne, comme par exemple Henri Bamberger. On peut trouver aussi des artistes avec une sensibilité
particulières pour l'art hispanique, comme par exemple, c'est le cas de William Turner Dana, qui était un important collectionniste de Goya, ou bien sûr des marchands d'art fortunés qui avaient des œuvres de Goya, comme c'est le cas par exemple de Durand-Ruel. Donc ça va nous permettre de connaître de comprendre un peu mieux le collectionnisme de peinture de Goya par Doucet. Donc les collections de Jacques Doucet, comme vous le savez bien, ont retenu l'attention de l'historiographie au cours des dernières décennies. Et cependant, la présente communication examine la place de l'œuvre de Goya dans les collections de Doucet, en se référant d'abord à sa collection de peintures pour parler après des estampes de Goya à la Bibliothèque d'art et archéologie. Donc, le cas de Doucet comme collectionneur de peintures de Goya, il s'inscrit dans un goût pour l'art du XVIIIe siècle qui s'est traduit en France dans le dernier tiers du XIXe siècle par la construction de nombreux édifices néo-rococo qui ont été construits à Paris à l'époque de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, tels que l'Opéra de Paris, le Palais Garnier, où ici, par exemple, on peut voir les appartements de l'impératrice au Palais des Tuileries, qui ont été perdus après, comme vous le savez. Donc, ce goût qui a été instauré par l'empereur et par l'impératrice s'est traduit après par la présence de cet intérêt pour le XVIIIe siècle dans les collections et dans les propriétés de certains aristocrates et collectionnistes, comme c'est le cas de la famille de Camondo, et qui a été parfois mis en parallèle avec le cas de Doucet, parce qu'ils étaient de personnalités très intéressées par l'art du XVIIIe siècle. Dans les cas de Doucet, comme vous le savez, l'origine de sa fortune était très différente et probablement aussi ses motivations de collectionneur. Son profil relève une vocation philanthropique pour la promotion de l'histoire de l'art en tant que discipline et dans son désir de créer cette bibliothèque d'art et archéologie qui servirait de source de documentation, par exemple, à des futurs étudiants et des futurs chercheurs. Et aussi sa propre collection d'œuvres d'art du XVIIIe siècle, qui était exposé dans sa résidence privée de la rue Spontini, est probablement lié à son métier de couturier. Et entre 1896 et 1906, Doucet a acquis l'essentiel de sa collection d'art du XVIIIe siècle. En 1903, il avait acheté les terrains de la rue Spontini, où il a construit cet hôtel particulier. Et comme vous le savez aussi, un des décorateurs qui a travaillé pour cet hôtel nous a laissé cette belle collection d'aquarelles, de 31 dessins et 25 aquarelles, qui représentent les intérieurs de cet hôtel particulier. Et donc ici, on peut voir les grands salons, la coupée transversale du grand salon de cet hôtel particulier. Et on peut voir, je n'ai pas le curseur, mais vous pouvez voir que les tableaux qui sont à nous et à droite, ce sont les portraits de la duchesse d'abord et du duc d'Albe qui partagent la place avec des œuvres de Fragonard, de Chardin, etc. Donc ici, vous pouvez voir en détail un peu plus ces deux tableaux qui représentent la duchesse d'Albe et le duc d'Albe, qui était aussi duc de Medina et Sidonia. Donc, pendant le dernier mois, j'ai pu retracer un peu l'historique de ces deux tableaux pour savoir comment exactement ils sont arrivés à la collection Doucet. C'est une histoire très complexe, je n'ai pas le temps d'expliquer très en détail toute l'historique de ces œuvres, mais il faut savoir que même si le tableau représentait les ducs d'Albe, qui sont la famille ducale la plus importante de l'Espagne, et ces tableaux ils ont été hérités pas par la famille d'Albe, sinon par la famille de Medina Sidonia, qui est une autre famille ducale espagnole très, très importante. Puis, ces deux tableaux ils ont été vendus à la galerie Voussot-Baladon, donc les héritiers des Goupil, et grâce au projet du Getty Institute de Los Angeles, c'est très facile d'accéder aux archives, aux livres de stock de cette galerie, et qui nous permet de savoir que les deux portraits ils ont été achetés
par Bousseau de Baladon par les prix de 14 500 francs. Et ils ont été vendus à Doucet pour les prix de 54 000 francs. Donc, on peut voir un peu comment Bousseau de Baladon il a obtenu beaucoup d'argent grâce à cette vente. Et on peut voir aussi comment le tableau sont arrivés à la galerie le 30 mai 1904. Ils sont sortis de la galerie le 11 octobre 1905, donc ils sont restés 1 an et demi dans la galerie Bousseau de Baladon. On peut voir ici la procédance qui est le livre de registre de Bousseau de Baladon donne de ces tableaux. Et ils sont propriétés, ils sont restés dans la collection notamment de la famille Medina Sidonia, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir comment, et ça c'est un intérêt qui est partagé aussi dans l'esprit de Doucet quand il achète de ces estampes, c'est des tableaux, ils ont été répertoriés dans des monographies très importantes sur Goya au XIXe siècle, comme celle de Charles Iriarte, qui a été un des principaux biographes de Goya en France, ou comme celle du comte de la Vignaza, qui s'appelait Cipriano Muñoz, qui a été aussi un important biographe de Goya en Espagne. Donc ça donne une certitude sur l'origine de ces deux tableaux. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on va apprécier aussi au moment où Doucet il achète des estampes de Goya pour la bibliothèque d'art et histoire et archéologie. Pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Comme vous le savez aussi, la collection de Doucet elle a été vendue en 1912 et on peut voir comment, je vous ai mis en bas le prix le prix initial qui était donné à ceux deux tableaux. Donc on peut voir que le tableau de la Duchesse d'Albe, il était valorisé en 80 000 euros et qui a été vendu moins cher finalement. Et celui du duc d'Albe, c'est le cas contraire. Et il a été vendu plus cher que le prix qui était au début. Et donc ça nous parle aussi de la considération actuelle, même actuelle, de ces deux tableaux, parce que sur les tableaux du duc d'Albe, il n'y a presque aucun doute sur l'originalité de ces tableaux, mais les tableaux de la Duchesse d'Albe, c'est un tableau qui offre un peu de doute sur son originalité. Les deux tableaux, ils ont été achetés par des collectionnistes importants. Et celui du duc d'Albe, il est parti aux États-Unis et il a été exposé pendant longtemps à l'Art Institute de Chicago grâce à un dépôt qui est plus maintenant. Et pour passer à la partie de la collection d'estampes de Goya dans la bibliothèque d'art et archéologie, et cette collection d'estampes, elle se distingue par la qualité et la rareté de ces exemplaires qui ont été fruits d'une recherche acharnée. Et comme l'a souligné André Desconchats, l'art graphique collectionné par Doucet est avant tout moderne. Donc, dans les lignes qui suivent, je vais analyser l'origine de cette collection singulière en essayant d'expliquer pourquoi Goya a été un des premiers maîtres à être collectionné par Doucet. Il faut remarquer comment les premiers achats documentés d'estampes de Goya par Jacques Doucet datent de novembre 1906, c'est-à-dire juste un an après de l'acquisition de ces deux portraits du duc et de la duchesse d'Albe. Cependant, l'effet d'acquérir des estampes de Goya indique un intérêt pour une facette très différente de l'artiste, loin de son profil de portraitiste de cour. Goya, il était considéré par Doucet et par ses collaborateurs comme l'un des pères de la gravure du XIXe siècle. Donc on peut voir aussi le mot de Clément Jeannin qui situait Goya entre le maître le plus important de la gravure européenne du XIXe siècle. Mais aussi, il faut comprendre comment, précisément à ce moment, Goya, il était très valorisé en France. Ses œuvres graphiques et picturales, elles étaient très prisées.
Et on peut les constater, par exemple, dans la monographie que Paul Lafont a dédiée aux caprices de Goya en 1907. Paul Lafont, il était un hispaniste et conservateur du Musée des Beaux-Arts de Pau, et qui a écrit beaucoup d'œuvres sur la peinture espagnole, et notamment sur Goya. Et de toute l'œuvre de Goya, il valorisait surtout la partie de gravure de Goya, les caprices, les proverbes, le malheur de la guerre et la tauromachie, et il les mettait à côté de gravures de Lucas de Leyde, de Rembrandt, de Van Dyck ou de Caillot et de Claude. Donc il avait une forte appréciation pour les gravures de Goya. Donc là, c'est qu'on peut voir aussi dans la collection de gravures achetées pour la Bibliothèque d'art et archéologie, c'est la volonté de Doucet, de ses collaborateurs, de garantir l'origine de ces estampes. Et donc, dans les cas de caprices qui sont conservés dans cette collection, c'est une édition de caprices qui appartenait à la bibliothèque personnelle de Manuel Godoy. Manuel Godoy, il était un important ministre de l'époque de Goya, du gouvernement de Charles IV en Espagne. Et comme André de Concha le souligne, aucun document n'a été conservé qui nous permettrait d'en savoir plus sur cette acquisition qui reste encore un peu mystérieuse. Et il dit, André de Concha, que possiblement cette acquisition a été faite auprès d'un libraire. Cette édition, elle possède la reliure typique de cette bibliothèque, donc taffetas rouge avec des bordures dorées, et elle possède à l'intérieur l'ex-libris de Manuel Godoy, et qui est lui-même, l'ex-libris, une gravure à l'eau forte qui a été faite par le graveur royal Manuel Salvador Carmona, et qui porte l'inscription Biblioteca del Príncipe de la Paz, Bibliothèque du Prince de la Paix, qui était le titre honorifique que Manuel Godoy il avait. Donc Manuel Godoy, il était un véritable bibliophile qui a acquis non seulement des livres espagnols, sinon des livres européens de son époque, parce qu'il était très intéressé par les mouvements des Lumières européennes. Et après la chute de cette politique, sa bibliothèque, il s'est dispersé. Une grande partie de sa bibliothèque a été transférée finalement à la Bibliothèque nationale d'Espagne, mais il y a une autre partie, et ici on peut poser une hypothèse, il y a une autre partie de la bibliothèque de Godoy qui a été ramenée en France par son épouse, qui était la comtesse de Chinchón, la comtesse de Chinchón, qui est partie à l'exil à Paris dans les années 20 du 19e siècle et qui a vendu une partie très importante de ses propres collections artistiques et bibliographiques, merci, et après avoir vécu de difficultés économiques et financières. Mais ça, c'est une hypothèse qui doit être plus recherchée. Et les marchands auprès duquel Doucet a acheté la plupart de ses estampes, c'est Alfred Estrolin, un collectionneur et marchand allemand. Et la première acquisition d'estampes de Goya, que nous avons pu documenter, a eu lieu le 27 novembre 1906. Il a acheté l'estampe numéro 14 de la tauromachie, qui est une preuve retouchée, qui avait été déjà répertoriée dans la monographie de l'hispaniste français Paul Lefort pour 200 francs. Et puis, il a acheté l'estampe numéro 4 des Proverbes aussi pour 200 francs. Et finalement, l'ensemble de Proverbes pour 300 francs. Donc, et on peut voir comment il a payé une quantité très similaire pour une estampe individuelle et pour la série complète des Proverbes. Donc, ça nous parle un peu de l'intérêt de Doucet pour chercher des éditions, des estampes rares et des estampes un peu différentes. Et surtout des premiers états de ces estampes.
Le prochain achat important d'estampes de Goya à Estrolan a eu lieu le 1er février 1907. Et ici, il a acheté la série complète de la tauromachie dans une édition française par Loiselet. Et en plus de cette série, il a acheté aussi dans la même vente la série de désastres de la guerre et une série que vous pouvez voir ici qui s'appelle Fresques de l'église de San Antonio de la Florida. Ça, ce n'est pas une série de gravures de Goya, c'est une série de gravures faite par un graveur espagnol du 19e siècle, José María Galván y Candela, d'après les peintures que Goya, d'après les fresques que Goya a fait dans cette église de Madrid, l'église de San Antonio de la Florida, où il est enterré. Et à la recherche toujours des estampes insolites, de ces preuves d'état rares, et on peut voir par exemple l'acquisition pour le prix de 500 francs de cet premier état de Diversion d'Espagne. Diversion d'Espagne, c'est un de ces estampes qui fait partie de la série de Taureau de Bordeaux, qui est une série de 4 lithographies, et qui a été une de ces estampes, une des lithographies du coup, les plus chères achetées par Doucet auprès de Estrolan, de lithographie de Goya, bien sûr. Et la collection Doucet, la bibliothèque d'art et d'histoire, elle conserve aussi les 3 autres lithographies qui font partie de cette série, mais elles ont été achetées après. Et bien sûr, il s'est intéressé également aux estampes que Goya il avait gravées d'après l'étoile de Velázquez en début de sa carrière au Palais Royal de Madrid. Et d'abord, il a acheté 6 estampes d'après l'étoile de Velázquez pour le prix de 100 francs chacune. Et puis, il a complété, après plusieurs ventes, cette collection, cette série de gravures d'après Velázquez. Et ça nous parle aussi un peu de l'intérêt de Doucet pour le collectionnisme de Goya. Et parfois, Doucet, il achète plusieurs fois la même série. Et par exemple, je vous avais dit qu'en février 1907, il avait acheté la série complète de la Tauromachia, mais puis, au mois de mai du même année, il a acheté 29 épreuves d'essai ou d'état, comme il souligne sur les archives, de la Tauromachia, et qui ont été achetées à Estrolan pour 1000 francs. Et c'est l'achat le plus cher d'œuvres de Goya qui a été fait par la Bibliothèque d'art et d'histoire à cette époque. Et juste 5 ans après, il a acheté à Amsterdam encore une 3e série de la Tauromachia à Vincent van Gogh, qui était le cousin du peintre, qui était marchand d'art à Amsterdam. Donc on peut voir comment il a acheté 3 fois la Tauromachia. C'est cette édition. Bien, et je vais terminer bientôt, mais avant de finir, je voulais vous dire comment parfois il y a Doucet, il avait acheté 2 facsimiles de Goya qui ont été achetés comme des originaux, et sont La Vieille Sévalençon et L'Homme Sévalençon, qui sont en vrai des facsimiles de l'époque, des facsimiles du 19e siècle d'une grande qualité. Et finalement, dans cette recherche d'estampes rares, Doucet il a contacté les plus grands spécialistes en gravure qu'il y avait en Europe à ce moment, comme c'est le cas par exemple de Delteil, et les archives de la Bibliothèque d'art et archéologie conservent une lettre de Delteil à Doucet, dans laquelle Delteil il demande à Doucet quoi faire en cas de devoir acheter une estampe qui soit très très chère, comme c'était celle-ci qui a été achetée, l'aveugle à la guitare, pour 2305 francs. Donc, pour finir et comme conclusion, il est important de noter que la motivation de Doucet
pour collectionner les portraits du duc et de la duchesse d'Albe et pour acquérir toutes ces estampes, elle est différente, comme j'ai pu signaler. Sa collection de tableaux découle de son amour pour l'art du XVIIIe siècle et de son intention de s'entourer d'œuvres d'art de ce siècle dans sa résidence privée. Et d'autre part, l'activité de Doucet en tant que collectionniste pour la bibliothèque d'art et archéologie, bien sûr, d'estampes de Goya, reflète les grands intérêts qu'il porte à l'œuvre graphique du maître aragonais. Pour Doucet, Goya devait être l'une des figures de proue de l'estampe moderne à la bibliothèque d'art et archéologie. Et j'ai mis à côté de cette estampe de Capriccios celle-ci de Manet, qui a été achetée aussi à Estrolan au même temps que Doucet, il était en train d'acheter les estampes de Goya, et parce que j'espère que ces journées d'études nous permettront de mieux comprendre l'importance que Doucet accordait aux estampes modernes et surtout les rôles de Goya, le rôle des estampes de Goya dans cet égard. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante qui éclaire vraiment la place à la fois centrale et séminale, vraiment le statut précurseur des estampes de Goya dans la collection et dans l'initiative de manière plus générale de Doucet. Alors contrairement à ce matin, je vous propose de poser vos questions dès maintenant si vous en avez, parce que l'après-midi sera très chargé. Le privilège de visiter l'exposition au Petit Palais, donc je pense que vous êtes parfaitement placé pour faire un parallèle donc, avec les acquisitions des Dutuit. Est-ce que, Guillermo, tu peux nous dire quelque chose par rapport aux acquisitions, au choix aussi des exemplaires ? Oui, en fait, hier, on nous a expliqué que Dutuit, quand il a acheté les estampes de Goya, il avait un intérêt très clair pour les estampes de Goya qui ont été imprimées pendant la vie de Goya. Parce que, comme vous le savez, la partie de désastre de la guerre et des proverbes, ils ont été imprimés beaucoup plus tard de la mort de Goya. Ils ont été imprimés presque 40 ans plus tard. Donc, ce ne sont pas de ces estampes imprimées quand Goya il était vivant. Et par contre, dans le cas de Doucet, on peut constater comme il s'intéressait à n'importe quelle estampe de Goya. Il avait une vision plus globale, on va dire, de l'œuvre de Goya, même s'il était imprimé après sa mort. Il voulait avoir de belles éditions des proverbes, de belles éditions de désastres de la guerre pour les collections de la bibliothèque d'art et archéologie. Moi, c'est la différence la plus importante que je constate entre Doucet et Dutuit à l'heure d'acheter des estampes de Goya. Et j'avais aussi une autre question d'un point de vue justement de l'intérêt pour la technique. On sait que par exemple plusieurs exemplaires de la collection Dutuit viennent de la collection de Tiepolo, en fait de la fin disons de l'héritage. Et donc je me demandais si vraiment Goya était un maillon vraiment important dans cette reconstruction des techniques et de démonstration d'habilité technique dans l'estampe. Donc c'était vraiment un point de référence en France. Alors, j'ai aucune idée de la place de Goya dans d'autres collections en différents pays, mais si Goya est toujours regardé comme exemple d'un point de vue de la maîtrise technique, en fait. Et en fait, oui, Goya, surtout quand il a travaillé à la fin de sa vie à Bordeaux, et il était déjà très âgé, il a beaucoup innové. Il a par exemple essayé la lithographie, qui était une technique moderne, surtout pour une personne qui était déjà à la fin de sa carrière artistique. Et c'est pas seulement la technique, c'est aussi les sujets que Goya il a abordés et qui l'ont situé comme un peintre qui a été regardé en France
pas en Espagne, mais en France, comme un père de l'art moderne. Et je pense que ce sont ces sujets très modernes, la combinaison des techniques et la combinaison des sujets qui ont fait que, au moment de créer des différentes collections de stampes, Goya, il a eu toujours une place centrale et au moment de faire la différence entre l'art ancien et l'art moderne. C'est vraiment je ne sais pas comment le dire en français, le point d'inflexion, et le punto d'inflexion on dit en espagnol, et entre les deux traditions, on va dire. Et on peut les voir dans plusieurs collections françaises aussi. Il y a de très belles collections de gravures de Goya en France. Par exemple, pour citer une, le musée Goya de Castres a une très belle collection de séries de Goya, de toutes les séries de gravures de Goya. Voilà. Oui, merci beaucoup. Une petite question. Vous nous avez montré comment des tableaux à la gravure, on a passé du Goya courtisan au père de la gravure moderne, donc une perspective plutôt génétique et historique. Est-ce que l'aspect fantastique, pour le dire simplement, notamment celui des caprices, mais pas seulement, les disparates, est-ce que ça a joué un rôle? Est-ce qu'il y a des commentaires quelconques de la part de Doucet ou de ses collaborateurs à ce sujet? Parce que là aussi, il pouvait y avoir un rapport historique intéressant avec l'art du tournant de 1900. Oui, bien sûr. Et moi, je ne connais pas exactement si c'était Doucet ou si c'était ses collaborateurs qui ont voulu faire cet intérêt et qui ont voulu basculer vers cet intérêt pour l'artiste moderne. Mais en tout cas, c'est vrai que si Goya, en tant que peintre, il continuait à être regardé en France en début du 19e siècle comme un peintre plutôt courtisan, comme un peintre portraitiste de la famille royale et portraitiste de l'aristocratie, c'est vrai que toutes les personnes qui se sont intéressées pour Goya en tant que graveur en France, ils en étaient beaucoup plus sensibles à la partie la plus fantastique, la partie la plus moderne de Goya en tant que caricaturiste. Et ça, c'est un intérêt qu'on peut constater d'une façon très tôt en France. Juste après la mort de Goya, il y a déjà des personnes en France qui se sont intéressées par cette partie beaucoup plus moderne de l'œuvre de Goya, donc, qui est différente du cas espagnol. Parce qu'en Espagne, la partie la plus moderne de Goya, elle n'a pas intéressé que beaucoup plus tard. Et donc, je ne peux pas vous répondre exactement si c'était Doucet ou si c'était ses collaborateurs qui ont basculé dans les goûts. Mais en tout cas, ce n'était pas un cas isolé. En France, déjà, il y avait une sensibilité pour le Goya moderne depuis le 19e. Et je trouve aussi qu'il fait bien le lien aussi avec l'intérêt typique de ces moments en bibliophilie aussi pour les Association Scarpies. C'est le fait d'acheter le volume qui a appartenu aux collectionneurs et les portraits qui ont appartenu, une sorte de reconstitution un petit peu de l'histoire, mais avec des noms. Exactement, et je n'ai pas eu le temps de beaucoup le remarquer, mais ce qui est très intéressant dans les archives de la BAA, c'est de voir comment, normalement, à côté de la référence d'un achat d'une certaine estampe ou d'une certaine série, on voit normalement une référence bibliographique, comme par exemple ici à la monographie de l'effort, qui était une des monographies les plus suivies en France pour l'étude de Goya à cette époque. Donc c'est un peu en essayant de retracer une origine qui était certain pour ces œuvres que la Bibliothèque d'art et d'histoire était en train d'acheter, pour essayer de donner une origine beaucoup plus certain. Donc oui, ça c'est une particularité aussi, je trouve, de la BAA. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et alors, on va enchaîner sans plus tarder avec une présentation de Timothy Wilcox, qui va nous parler d'Alphonse Legros. Alors, Timothy Wilcox est chercheur indépendant, commissaire d'exposition et conférencier, diplômé de l'Université de Cambridge et du Courtauld Institute. Il s'intéresse de manière assez large à l'art britannique, au paysage et à l'aquarelle. Il a notamment assuré le commissariat d'exposition comme Boudin to Dufy, Impressionist and Other Masters from the Musée des Beaux-Arts au Havre en 1996, ou plus récemment Cotman et Normandy à la Dulwich Picture Gallery. Il est l'un des plus grands spécialistes d'Alphonse Legros et il a notamment contribué au catalogue de l'exposition Alphonse Legros au Musée des Beaux-Arts de Dijon, qui reste encore aujourd'hui la grande référence, la principale publication consacrée à cet artiste. Et il va poser maintenant son regard sur les archives et les œuvres qui ont été réunies par Clément Janin autour de cet artiste et qui vont nourrir sa présentation. Merci. Je voudrais remercier Pascal et Hilaria pour cette invitation. C'est un très grand plaisir de revisiter Paris et la Bibliothèque de l'Art et l'Archéologie que j'ai connue au moment de mes recherches à la Courtauld Institute dans les années 80. Pour moi, je me trouve aussi une espèce d'exilé du territoire d'études d'Alphonse Legros. Et c'est aussi un très grand plaisir de revisiter ces études. Et je voudrais aussi remercier Nathalie Müller à la bibliothèque qui a facilité les inspections des archives. Qui est Alphonse Legros? C'est la question qui se posait partout à Paris en 1900, surtout au musée du Luxembourg, où se présentait une exposition de ses estampes comportant plus d'une centaine de gravures, de tableaux, 22 dessins, 2 sculptures et 16 médailles. C'était la 4e exposition d'estampes modernes présentée par le conservateur du musée, Léonce Bénédite, après celle dédiée à Bracquemonde, à Claude Ferdinand Gaillard et à Fontaine-Latour dans les 3 années précédentes. Pour la plupart des visiteurs, Legros, représenté au Luxembourg par un seul tableau qui avait plus de 30 ans, L'amende honorable, longtemps accroché, et je cite, fort près des corniches, Legros était devenu un mythe. Pour Bénédite, pourtant, c'était une occasion de célébrer le créateur d'une œuvre gravée comportant plus de 500 planches qui, malgré sa longue résidence en Angleterre, n'avait jamais cessé de puiser ses sources d'inspiration dans son propre héritage rural dans un village de la Bourgogne, près de Dijon. Au moment de la centennale, c'était la France même qu'on célébrait, une France que Legros, du point de vue de son art au moins, n'avait jamais quittée. Très fortuitement, dans l'exposition de l'art français du XIXe siècle, se trouvait au même moment l'œuvre capitale de la jeunesse de Legros, l'ex-voto, que l'artiste avait offert au musée de Dijon en 1868. Qu'importe s'il n'était pas au courant des tendances nouvelles des dernières décennies, depuis son départ au moment du Salon des Réfusés en 1863. Qu'importe s'il paraissait tout à fait ignorant de l'impressionnisme, si la célébration des plaisirs de la bourgeoisie urbaine lui paraissait inconnue. Dans ce tableau, on redécouvrit un moment pré-impressionniste et la puissante influence du maître Dornan, qui, depuis peu, subissait une réhabilitation parfaite. Exilé jusqu'à sa mort en 1877 pour la chute de la colonne Vendôme par la Commune, dont il devait payer la reconstruction, Courbet fut exonéré au moment même de sa mort. Puis, par moyen d'une énorme exposition à l'École des Beaux-Arts en 1882, son ami Jules Castagnari a tenté de mettre à part la politique pour souligner dans l'enterrement d'Ornan et les casseurs de pierres, je cite, un art si juste et si puissant, qui s'annonçait par surcroît comme si démocratique et si français.
Après quelques années en Angleterre, Le Gros avait renoncé publiquement à l'influence de Courbet, mais il restait néanmoins sensible à l'héritage de son contemporain Jean-François Millet. Le Gros encouragea son mécène, Constantin Ionides, à acquérir les scieurs de bois et créa son rétameur de campagne comme une espèce d'hommage, le tableau qui formait le cœur d'un groupe d'œuvres exposées au Salon de 1875. C'était la dernière occasion pour un public parisien de connaître Le Gros avant la grande exposition présentée au printemps de 1898 dans les salles de la Galerie de l'Art Nouveau. Dans l'intervalle de 1876 à 1893, Le Gros s'est dédié à la pédagogie comme professeur de la Slade School of Art à Londres. Une fois libéré de ses responsabilités, il s'est lancé de nouveau dans la gravure et le dessin. Avant son mort en 1911, il a ajouté à sa catalogue environ 200 gravures et une centaine de portraits. L'exposition chez Bing, dont le catalogue contenait une introduction par Arsène Alexandre, déjà publiée en anglais dans l'Art Journal l'année précédente, comprit 80 dessins et le même nombre de gravures. La plupart des dessins sont des paysages, souvent croquis préparatoires pour des eaux-fortes, où la présence de Millet est universelle. Pourtant, cette exposition de 1898 serait, pour les connaisseurs, plutôt une confirmation qu'une découverte de la réputation de Le Gros à Paris, puisque l'artiste figurait déjà en couverture d'une revue publiée pour la première fois l'année précédente, l'estampe et l'affiche, dont le directeur n'est autre que le personnage qui nous concerne au plus près aujourd'hui, Clément Janin. Et Le Gros est là. Et là. Le voilà en tête des modernes dans tous les sens. Au mois de mars et avril, Clément Janin publiait la première étude approfondie de Le Gros depuis ceux de Poulet-Malassis dans les années 70. Il illustra presque uniquement des gravures, mais non seulement les plus récentes. L'Anatomiste, une lithographie tirée de la pièce aussi sujet, datant de 1856, faisait rappel au début de l'artiste dans la petite école de Lecoq de Boisbaudran, en compagnie de Fontenay-Latour et de Rodin, ainsi qu'aux prédilections pour les thèmes macabres dont témoignait sa grande série toujours en cours d'évolution, Le Triomphe de la mort. À partir de ce moment, le nom de Le Gros devient incontournable. Roger Marx lui consacre un long article dans la revue encyclopédique de décembre 1898, le trouvant à cause de sa longue absence un cas bizarre, mais quand même, je cite, nécessaire à l'histoire de l'art français. Le sort en était déjà jeté. Grâce à une introduction effectuée par Arsène Alexandre, Léonce Bénédite s'intéressait vivement à Le Gros. Le résultat serait non seulement le beau portrait du conservateur en point d'or, aujourd'hui au Louvre, mais l'exposition avec laquelle j'ai commencé. Clément Janin lui consacre un deuxième article dans la revue des arts décoratifs, dirigé plutôt vers ses projets de sculpteur, avec la décoration de la Bank of England lors des 60 ans de la reine Victoria en tête. Et c'est en 1900, au même moment de l'exposition au Luxembourg. Le Gros se révèle et classique et populaire, avec le personnage de Britannia soutenu par des ouvriers dont l'esprit, sinon le style, de son ami Jules Dalou. Le contexte de la revue des arts décoratifs impose un paragraphe sur Le Gros médailleur, un art, comme le dessin à la pointe de métal d'ailleurs, qu'il a personnellement renouvelé. Ce geste innovateur n'est nullement fait en isolation,
mais fait partie, comme nous le savons d'après la récente étude de Richard Thompson, c'est un livre The Presence of the Past, publié en 2021, un grand intérêt dans la France de fin de siècle à la première Renaissance, une période chérie pour son réalisme, sa simplicité et ses sources dans le milieu républicain du Florence du XVe siècle. Il n'y a donc aucune surprise que Clément Giana, dès le moment, presque le jour même de son installation comme conservateur du cabinet des estampes modernes de la bibliothèque Doucet, s'adresse immédiatement à former un corpus important des gravures d'Alphonse le Gros. Il s'informe auprès des marchands à Paris qui pourraient tenir des exemplaires en stock et reçoit une liste de 23 impressions d'Edmond Sagot. Et le choix qu'il fait de cette liste sont là. Clément Giana n'en achète que 5, 2 portraits, 2 paysages, et la seule qui lui est offerte de la série symboliste, l'Orchestre de la Mort, une lithographie qu'il avait reproduite dans chacun des 2 articles qu'il avait consacrés à l'artiste en 1898 et en 1900. C'est un choix éclectique qui représente les différentes étapes de la carrière de l'artiste. Ses liens d'amitié avec les 2 personnages les plus signifiants dans les mondes de la gravure et de la politique de gauche, sa réimagination de sa région natale de la Bourgogne selon Titien et Poussin, et finalement un rappel de ses premières scènes d'église dans le contexte du macabre qui l'a toujours préoccupé. La collection privée de Jacques Doucet comprenait déjà la quasi-totalité de l'œuvre gravée de Jean-François Millet. Clément Giana, pourtant, renonçait à plusieurs beaux sujets de Le Gros inspirés de Millet, image aussi importante pour l'artiste qui les a déjà offertes à la Bibliothèque nationale en 1889-19. Le Gros avait toutes les raisons du monde pour se souvenir de Millet en 1861, quand on préparait pour la publication ses premières eaux-fortes. En visite chez l'imprimeur Delattre, il rencontre sa femme qui lui disait « Vous savez, il n'y a personne à Paris qui aime vos gravures, sauf Jean-François Millet. » L'anecdote est bien attestée, puisque Delattre venait d'imprimer les dernières eaux-fortes de Millet. Le Gros, au lieu d'être navré par ce jugement, n'en était que trop content. C'est par moyen de ces donations que Le Gros s'exerçait pour maintenir sa réputation en France. En 3 étapes, entre 1879 et 1885, il a fait la donation d'une totalité de 68 estampes, puis en 1891, 8 dessins. Et je remercie Valérie Sueur-Hermel pour ses renseignements. Puisqu'au début, Clément Giana évitait les vieilles productions de Le Gros et préférait plutôt les sujets plus récents, je me suis demandé s'il s'agissait d'un parti pris pour éviter exprès ce qui se trouvait déjà à la Bibliothèque nationale, et parce qu'elle a déjà fait allusion à cette proposition, pour constituer en quelque sorte un complément à cette collection. À la longue, pourtant, Clément Giana a désiré une indépendance et un équilibre pour sa propre collection et a ajouté certains sujets qui se trouvaient déjà à la Bibliothèque nationale, ce qui a été le cas pour le beau mouton retrouvé. Vous aurez remarqué, dans presque toutes les gravures montrées aujourd'hui, un manque de précision pour ce qui concerne les dates. C'est la bête noire de l'historien de l'art qui a hanté aussi Clément Giana. Sa biographie de Le Gros est restée en manuscrit. Il n'a jamais pu la terminer à sa satisfaction. Il l'aurait commencé peut-être assez tôt après la mort de l'artiste. Un premier article apparu en 1913
mais 10 ans plus tard, il se plaignait toujours que la plus grande difficulté était le manque presque total de dates pour les gravures. En 1937, au 100e anniversaire de la naissance de l'artiste, Clément Janin publiait un long article dans le Mercure de France. Il se servait de l'élément biographique de l'œuvre qui avait été contribué par Lucien Legros, malheureusement décédé en 1933. C'était peut-être une façon d'accepter que leur magnum opus ne verrait jamais la lumière du jour. Clément Janin ne s'intéressait non plus aux illustrations faites pour une édition des contes d'Edgar Allan Poe, traduite par Baudelaire, image qui représentait tout l'esprit farouche, presque désespéré du jeune Legros et qui était devenu en 1911 d'une rareté extrême. Par contre, la somme énorme de 1000 francs est consacrée au grand portrait du prélat cardinal Manning. Au même moment où il considérait les achats disponibles à Paris, Clément Janin recevait une réponse à la lettre qu'il avait dû adresser tout de suite à l'artiste lui-même. Legros, par la main de son fils Lucien, assurait son vieil ami de son entière coopération dans la création du fonds. Clément Janin voulut se rassurer tout de même du prix du Manning et apprit qu'il n'en existait que 10 épreuves du premier état, dont le deuxième état fut imprimé à 100 épreuves. Clément Janin fut un des fondateurs de la Société pour l'étude de la gravure française, fondée cette même année, 1911, avec Doucet comme trésorier. Dans le premier des annuaires publiés par la Société, il n'y a que 2 illustrations. L'une d'eux est le cardinal Manning de Legros, accompagné d'un hommage de la main de Clément Janin, qui estime Legros primus inter pares de toute l'école moderne. Cette pièce capitale témoignait au plus direct de la volte-face de Legros vers la fin des années 60, son abnégation du réalisme et la déclaration qu'il aurait préféré être disciple d'Ingres que de Courbet. Le portrait de l'archevêque de Besançon était la seule gravure originelle de la main d'Ingres, dont Legros possédait une épreuve. Pour Clément Janin, l'acquisition du Manning de Legros signalait la direction de son campagne de réhabilitation de l'artiste qu'il devait insérer dans la grande tradition du classicisme français. Pourtant, il y avait plusieurs Legros. Ses fondements classiques ne l'empêchaient pas d'être paysagiste, imprégné d'une profonde nostalgie pour la vie rurale, et en même temps est républicain et révolutionnaire. Et c'est peut-être cet éclecticisme, cet esprit universel qui caractérisait l'originalité de Legros, qui le mettait au-dessus et au-delà de ses pairs. Ainsi, je vais terminer cet après-midi avec un regard bref à la grande série qui a occupé Legros pendant ces dernières 20 années, de 1892 jusqu'à sa mort en 1911, le triomphe de la mort. C'est un cycle d'une dizaine d'eaux fortes que Legros a augmenté au fur et à mesure et qui a figuré dans toutes les grandes expositions de l'époque, non seulement Paris en 1900, mais Dresde en 1901, Saint-Louis en 1904, et ainsi de suite. Et les épreuves que je vous montre sont celles acquises par le Kupferstichkabinett de Dresde en 1908. La version la plus célèbre de la danse des morts est celle de Holbein, pour Legros, l'ange gardien, qui l'a accompagné à travers la carrière entière, maintes fois reproduite en facsimile pendant le XIXe siècle, mais les origines de ce phénomène pan-européen se trouvaient en France, dans un cycle de peinture murale du XIVe siècle. Dans l'atmosphère apocalyptique de fin de siècle, le thème subit un renouveau largement répandu, par exemple dans l'œuvre de James Ensor ou de Max Klinger, qui créa 2 séries de gravures titrées Der Tod
entre 1889 et 1910. Clément Janin, quand il devait faire le choix parmi les 150 épreuves offertes par l'artiste, a choisi non seulement toute la série de Le Triomphe de la mort, mais de souligner leur importance par l'acquisition des dessins préparatoires qui sont indiqués, dessins. Au début, son budget ne lui permettait d'acquérir qu'une douzaine d'estampes, mais il mettait les dessins en relation en tête de liste. Les négociations suivantes sont d'autant plus agonisantes à cause de la mort de l'artiste, le 8 décembre 1911. Dans un style tout à fait populaire, emprunté à la presse illustrée, Le Gros expose le sort du petit peuple, ceux qui ont participé peut-être dans les émeutes du XIXe siècle de 1830, 48, 71, mais qui en émergent vaincus, dépaysés. Le Gros réanime l'esprit des gravures sur bois d'Alfred Rethel, Auch ein Totentanz, où l'artiste allemand semble affirmer la futilité des soulèvements populaires de 1848. Pour Rethel, plutôt conservateur de politique, la seule certitude n'est pas un changement de circonstances, mais l'universalité de la mort. C'est cela qui a saisi Baudelaire, qui voulait faire de Rethel un des personnages clés de son essai L'art philosophique. Laissez-le préoccuper au moment exact où il a rencontré Le Gros, en 1859 ou 60, et le poète aurait sans doute montré sa copie du cycle de Rethel au jeune artiste. Pour Le Gros alors, son cycle devient un point de contact avec ses débuts à Paris et l'idée même d'un art poétique et philosophique. En cela, Le Gros contre-attaque l'urbanité de Manet, l'esthétisme de Whistler, avec ce sentiment profondément populaire qu'on voudrait historique, mais qui n'est que trop actuel. Le Gros, éloigné du flux de la modernité parisienne, nous offre un commentaire plutôt pessimiste sur le siècle de Révolution. Il est un des seuls à mettre en cause le mantra du progrès. Certainement, progrès, il y en a, mais pour qui? Le projet républicain est loin d'être accompli, très loin. Mais ce n'est pas simplement parce qu'il s'appuie aux grands de l'école française que Le Gros figure si généreusement dans la collection d'estampes modernes. C'était sans doute sa capacité de déclarer si personnellement qu'on n'en a pas fini avec la tradition, qu'elle concerne non seulement le passé, ni même le présent, mais continuera à offrir des formes d'expression pour l'avenir. En cela, Le Gros nous présente un paradoxe nouveau. Pessimiste d'esprit, il reste néanmoins optimiste dans ses recherches continuelles dans les domaines de l'art et de l'expression visuelle. Merci beaucoup pour cette présentation qui non seulement respecte parfaitement les délais, mais qui pose en plus de manière assez frappante les questions des processus de sélection pour la BA entre choix éclectiques reflétant la carrière de l'artiste et puis choix atypiques participant d'un processus de réhabilitation. Alors peut-être qu'on peut encore une fois profiter de ce moment pour poser les questions avant d'enchaîner sur la séance suivante, s'il y en a dans la salle. Je vais peut-être en profiter pour en poser une moi-même. Alors tout à l'heure, en échangeant ensemble, on voyait que Le Gros n'avait, hélas, je le dis sans aucune jalousie, rien donné lors de la collecte pour le musée de l'estampe moderne au Petit Palais. Or, vous l'avez bien mentionné, il a voulu activement construire sa renommée, alors même qu'il n'était plus en France, en donnant de manière active et volontaire, voilà, à plusieurs reprises, y compris des estampes. Comment est-ce qu'il choisissait
les institutions auxquelles il donnait. Si vous avez des idées de réponse. Non, ça c'est une question très, très intéressante dont je n'ai pas du tout la réponse. Peut-être qu'il y avait des contacts à la Bibliothèque nationale, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai qu'il y avait 4 donations, 3 fois des gravures, puis des dessins. Puis aussi le musée du Luxembourg a commencé à acquérir encore des dessins surtout. Et je crois qu'au moment où il a offert ses dessins du triomphe de la mort à la bibliothèque Doucet, c'est tout ce qu'il avait parce que tout le reste était déjà vendu au musée. Merci. Et à la bibliothèque, on a en effet des facsimilés de la série d'Holbein qui datent des mêmes années. C'est des éditions. Oui, sûrement. Oui. Ouais. Mais surtout, quand il s'intéressait aux graveurs allemands, il n'y a rien de Max Klinger, d'après ce que j'entends. C'est Victor qui en parlerait beaucoup mieux que moi. On a un portfolio de Max Klinger à la bibliothèque qui a été acquis à l'époque de la bibliothèque d'art et d'archéologie. Ah oui. Le portfolio des intermezzi de Max Klinger. Il y a d'autres questions? On enchaîne? Oui. Et maintenant, on va passer à la troisième présentation de ce début d'après-midi qui va être conduite par Valérie Sueur-Hermel, qu'on ne présente plus, qui est conservatrice générale au département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale de France, responsable donc des collections du 19e siècle. Je pense que beaucoup de personnes dans la salle la connaissent pour son implication à l'École du Louvre dans la spécialité histoire de l'estampe. Elle a aussi assuré de nombreux commissariats d'exposition. La dernière en date, absolument magistrale, étant Degas en noir et blanc, qui a eu lieu cette année, toujours à la BNF. Et on lui doit aussi tout récemment un article sur Gustave Doré et la gravure sur bois de teinte, paru en novembre 23 dans les actes du colloque Gustave Doré et le livre illustré, paru dans les Nouvelles de l'estampe. Et son intervention va reposer sur une étude comparée qui m'intrigue beaucoup, parce que je pense qu'on devrait faire la même avec les collections du Petit Palais, justement, entre les collections d'estampes, en l'occurrence impressionnistes, de la BNF et de l'INHA. Merci Clara. Alors, le 24 janvier 1880, le Gaulois annonce la parution prochaine d'un nouveau journal, ou plus exactement d'une revue d'estampes originale, présentée comme l'organe de l'impressionnisme. C'est Degas qui, au moment de la fermeture de la 4e exposition impressionniste, en mai 1879, a eu l'idée de ce journal intitulé « Le jour et la nuit ». Il s'est associé à Félix Bracquemond pour ce projet et entraîne dans l'aventure ses amis Camille Pissarro, Marie Cassatt, Jean-François Raffaelli également, entre autres. Le but de cette revue, c'est la diffusion des estampes dont l'exécution de nature très expérimentale l'occupe depuis quelque temps. Dans la perspective de cette publication, Degas exécute une eau-forte et aquatinte qui représente Marie Cassatt au Louvre, qu'on a vu tout à l'heure déjà au Musée des Antiques, Pissarro, un paysage sous bois à l'Ermitage, pris à Pontoise, et Marie Cassatt au théâtre, Femme à l'éventail. Ces 3 estampes sont tirées à 50 exemplaires par l'imprimeur en taille douce Alfred Salmon. Pour une raison que l'on ignore, le projet tourne court et la revue ne paraîtra jamais. Bien qu'elle n'ait pas été diffusée dans la revue, ces planches constituent, grâce à ce tirage important, la part la plus visible de ce qu'on peut appeler, à la suite de Michel Melot, la quintessence de l'estampe impressionniste. Il s'agit d'une exception au sein de la production gravée de ces 3 peintres graveurs, dont l'œuvre s'élabore de manière totalement confidentielle, loin des circuits habituels de diffusion de l'estampe.
Et c'est surtout grâce à la ferveur et à l'engagement de Degas, qui lui-même dispose d'une presse dans son atelier et qui va en faire bénéficier ses amis pour la réalisation des nombreux essais qui résultent d'une véritable cuisine qui mêle de nombreux procédés, l'eau forte, l'aquatinte, la pointe sèche, le vernis mou et d'autres inventions qui reviennent à Degas lui-même, le crayon électrique, le détournement de plaques de daguerréotype, entre autres. Vous avez ici quelques exemples de ces spécimens. Ces œuvres, conçues par Degas, Cassatt et Pissarro dans l'intimité de l'atelier, sans intention de diffusion aucune, à l'exception, donc, on l'a vu, des planches du jour et la nuit, ont fini par former le corpus de l'estampe impressionniste, véritable trésor des collections de l'INHA et de la BNF. À quel moment et par quel biais ces estampes au tirage très confidentiel, souvent unique, ont-elles pu intégrer la collection du cabinet d'estampes modernes de la Bibliothèque d'art et d'archéologie de Jacques Doucet? C'est la question donc à laquelle je me propose de répondre ici, en enrichissant la réponse par la comparaison avec l'entrée de ces mêmes pièces au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. La préparation de l'exposition Degas en noir et blanc, qui s'est donc tenue l'été dernier à la BNF Richelieu, a permis d'expérimenter de manière très concrète la complémentarité des fonds de la Bibliothèque nationale et du fonds de l'INHA. Et grâce à la collaboration très fructueuse avec Nathalie Muller, responsable du fonds d'estampes de la bibliothèque de l'INHA, grâce aux prêts généreux de l'abbaye INHA pour cette exposition, on a pu faire dialoguer les deux collections. Donc vous avez ici un exemple d'une reconstitution d'une succession d'états, les états de Marie Cassatt au Louvre, aux peintures, qui mêlent donc des états de la Bibliothèque nationale et ceux de la bibliothèque de l'INHA. On a pu également faire des comparaisons de tirages différentiels. C'est le même état, mais juste des tirages différents, plus ou moins ancrés. Donc vous avez ici le détail. Cette entrée en matière me permet maintenant de rentrer donc dans le vif du sujet avec une mise en regard qui n'était pas, elle, présentée dans l'exposition, de deux épreuves de Marie Cassatt au Louvre, donc au Musée des Antiques, conservées respectivement à gauche à la Bibliothèque nationale et à droite à la bibliothèque de l'INHA, donc, qui provient des collections de Doucet. Marie Cassatt au Louvre, au Musée des Antiques, est la première estampe de Degas qui est entrée dans les collections du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. C'est une entrée très précoce qui remonte à 1898 et qui reste, on va le voir, un cas isolé. En décembre 1898, le registre des entrées du cabinet des estampes consigne le don par l'imprimeur en taille douce Alfred Porcabeuf, je cite ce registre, de pièces diverses imprimées dans les ateliers du donateur et déposées par lui en plus de son dépôt légal. Parmi ces pièces figure donc celle de Degas. Porcabeuf est le petit-fils d'Alfred Salmon, qui est l'imprimeur qui avait été choisi par Degas pour imprimer les planches de la revue Le Jour et la Nuit, et donc de cette planche en particulier. Salmon n'a pas fait son dépôt légal au moment de l'impression en 1879, et c'est donc 20 ans plus tard son petit-fils qui donne une épreuve du 9e et dernier état de cette planche qui a été tirée à 50 exemplaires. C'est le cas absolument unique d'antériorité de la Bibliothèque nationale sur Doucet dans la constitution de la collection d'estampes de Degas. Et ça n'est pas le résultat d'une démarche volontaire, mais le fruit donc d'un don. À peine 10 ans plus tard, en 1907, Doucet acquiert non pas l'état définitif, mais une épreuve du 4e état de cette même planche. La facture indique qu'elle a été achetée pour la somme de 500 francs chez Alfred Strelin, dont on a déjà beaucoup parlé, le marchand d'estampes installé 27 rue Lafitte et le fournisseur exclusif de Doucet jusqu'en 1908. On voit que 4 autres planches figurent sur la facture, dans la coulisse, la répétition du ballet, la sortie du bain et un programme.
La sortie du bain est une lithographie plus tardive de Degas, exécutée en 1891-1892, et elle appartient à ce même ensemble acquis par Doucet lui-même avant que Clément Janin ne devienne le conservateur du cabinet d'estampes modernes, donc à partir de septembre 1911. Lorsque Clément Janin dresse un état de la situation du cabinet d'estampes modernes au 31 décembre 1911, donc 3 mois après avoir été nommé et avoir augmenté le nombre d'estampes de 1409 pièces, il compte Degas au nombre des 12 ensembles, je le cite, donc les plus importants entrés depuis le 1er septembre. Il a en effet acheté 22 estampes entre septembre et décembre 1911 pour un montant de 23 000 francs, comme c'est indiqué dans son état des acquisitions. Et on apprend dans cet état que c'est Jacques Doucet lui-même qui s'est réservé personnellement le paiement des pièces de Degas, tout comme des forains et des artistes suédois. Alfred Strolin a cédé la place à Gustave Pellet comme marchand attitré pour ses acquisitions d'estampes de Degas. Et c'est auprès de lui qu'est désormais acquise la majorité des œuvres de Degas. On apprend par ce même document que le prix demandé pour cet ensemble a été négocié auprès de Pellet. Le prix initial était de 32 000 francs. Il est descendu à 23 000 après négociation. L'éditeur et marchand d'estampes Gustave Pellet est d'abord installé quai Voltaire, à l'époque où il publie la suite L de Toulouse-Lautrec, puis il déménage et s'installe rue Le Pelletier, à proximité de Drouot, à partir de 1902. Au sein de cet ensemble, on trouve 3 estampes majeures des débuts de Degas graveur, une épreuve du 3e état sur 4 de son autoportrait de 1857, qu'il a signé et daté, comme vous pouvez le voir, et qu'il considérait comme le plus satisfaisant des 4 états, en raison de ce puissant effet de clair-obscur qui était issu d'accidents de morsure, mais dont il a su tirer parti et qu'il appréciait particulièrement. Vous avez ensuite une épreuve de la 3e impression du portrait du graveur Joseph Tourny. Joseph Tourny était l'initiateur à l'eau-forte de Degas. Et puis, un peu plus tardif, le portrait d'Édouard Manet assis, tourné à gauche, qui est issu de leur rencontre et de leur amitié dans les années 1860. Ces 3 pièces proviennent de la collection de Philippe Berti, qui avait été dispersée à la vente après décès du collectionneur les 4 et 6 mars 1891, et elles étaient regroupées sous un lot unique, décrite un peu rapidement par l'expert, comme, je cite le catalogue, portrait et croquis, 5 pièces gravées à l'eau forte. L'intérêt pour l'œuvre imprimée de Degas ne peut exclure ces dessins faits à l'encre grasse et imprimés, autrement dit ces monotypes, dont il a été déjà question ce matin, procédé pour lequel Degas donc se passionne entre 1876 et 1880. Gustave Pellet avait réussi à réunir un très bel ensemble du vivant de Degas, bien avant que ces monotypes ne soient portés à la connaissance beaucoup plus large du public, au moment de la vente après décès de Degas, où ils ont été dispersés en nombre les 22 et 23 novembre 1918. Une facture, ou plutôt une liste, parce qu'on n'a pas les prix, datée du 28 novembre 1911, témoigne de l'acquisition à Gustave Pellet de 7 monotypes qui font partie des 22 estampes dont j'ai parlé, donc négociées pour 23 000 francs. Donc vous avez ici à sa toilette. Je vous montre cette magnifique monotype qu'on avait présenté à l'exposition Degas en noir et blanc, qui est répertorié sous le titre « Femmes s'essuyant » et qu'on connaît maintenant sous celui de Le Tub. Et puis ici, au théâtre, à gauche, et Admiration, qu'on a également vu tout à l'heure. Sur la liste du 28 novembre 1911, donc, que je vous ai montré ici, on lit également 4 têtes de femmes. Et cette mention, ce titre, est suivie de l'indication fautive de monotype. Vous avez à gauche une épreuve de la collection Doucet et à droite celle de la Bibliothèque nationale. Preuve donc qu'il ne s'agit pas d'un monotype,
mais d'un report, en fait, d'une lithographie de report de monotypes, selon une pratique qui était assez courante chez Degas, qui aimait les cuisines et les passages d'une technique à l'autre, et qui exécutait lui-même des transferts de ces monotypes, soit grâce à une épreuve fraîchement imprimée qu'il passait sous la pierre, soit en exécutant ce monotype sur un celluloïde qui a ensuite été transposé sous la pierre, soit en imprimant ce monotype sur un papier report, ensuite transféré sur pierre. Donc là, en fait, ce qui a été acheté, ce n'est pas un monotype, mais donc bien ces lithographies de report. D'autres lithographies de report de monotypes ont été acquises par Clément Janin à la vente après décès de la collection d'estampes modernes de Roger Marx, le 28 avril 1914. Donc, il y a Femme nue à la porte de sa chambre, que vous avez ici à gauche, et Mademoiselle Becca aux ambassadeurs, 3 scènes, acquis à cette même vente. Dès le lendemain de la vente, la presse se fait l'écho de ces 2 acquisitions très onéreuses. Donc, je cite un article paru au lendemain de la vente. La Bibliothèque d'art et d'archéologie s'est enrichie de 2 importantes épreuves. Femme nue à la porte de sa chambre, qui a été adjugée à 4 400 francs, et une très rare lithographie, Chanteuse de café-concert, vendue pour 4 600 francs. Et donc vous voyez ici sur ces épreuves le cachet de collection de Roger Marx. Entre 1907 et 1914, Doucet, puis ensuite Clément Janin, sont parvenus à réunir un ensemble d'une 30aine de planches représentatives de la diversité de l'œuvre imprimée de Degas, donc à la fois l'eau-forte et tous ses dérivés, des monotypes et des lithographies. Au même moment, le cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale ne peut absolument pas rivaliser. En 1914, il ne conserve toujours qu'une seule estampe, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, Marie Cassatt au Louvre, aux Antiques, qui avait été imprimée donc, par Alfred Salmon en 1879 et donnée par son petit-fils 20 ans plus tard, en 1898. Lorsque Loïs Deltaigne rédige le catalogue raisonné de l'œuvre gravée et lithographiée de Degas, qui paraît en 1919, il s'appuie sur le fonds d'atelier de Degas, auquel il a eu accès au moment de la rédaction du catalogue de la vente après décès de Degas, et sur 3 collections privées, celle de Doucet, celle d'Alfred Bordelais et celle d'Alexis Roire, dont je vais parler maintenant. Il faut attendre l'année 1920 pour que l'œuvre de Degas fasse une entrée remarquée au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Et cette entrée ne concerne toujours pas des estampes, mais les carnets de dessins et de notes de l'artiste. À la date du 8 juillet 1920, on lit dans le registre des dons, donc vous l'avez ici en haut, 29 carnets de croquis du peintre Edgar Degas, frère du donateur. René Degas les a donnés au département en remerciement des travaux consacrés par Paul-André Lemoine à son frère. Le rôle joué par Lemoine est très clairement énoncé dans le journal du département par le directeur François Courboin à la date du 26 juin 1920. Je vous lis. Monsieur Lemoine, qui a étudié particulièrement l'œuvre de Degas et qui est en relation avec sa famille, a déterminé la décision de monsieur René Degas. Paul-André Lemoine est alors bibliothécaire au cabinet des estampes et il consacre une grande part de ses recherches d'historien de l'art à Degas. Il a publié plusieurs ouvrages, et notamment Degas, l'art de notre temps, en 1911, premier ouvrage d'une très longue série. Et c'est à Paul-André Lemoine que l'on doit la constitution du cœur de la collection d'œuvres de Degas au cabinet des estampes. Près de la moitié des estampes de Degas qui sont conservées donc, au cabinet des estampes de l'ABN, soit 31 estampes, proviennent de la collection d'Alexis Rouard. Alexis Roire était le frère d'Henri Roire, qui était un ami intime de Degas. Ils étaient condisciples au collège Louis-le-Grand. Et la raison de l'entrée tardive de l'œuvre imprimée de Degas dans les collections de la Bibliothèque nationale est en partie imputable à Alexis Roire. Jean Larand, qui était bibliothécaire depuis 1908 au cabinet des estampes et qu'il va diriger entre 1940 et 1942, en donne l'explication dans le journal du Conservateur en 1942. Je vous lis cette explication. Il faut savoir en effet que si nous avons été longtemps si pauvres en œuvre de Degas,
On ne saurait en faire grief à nos prédécesseurs. De son vivant, Degas donnait une épreuve de chacune de ses planches à son ami Alexis Rouart, qui, au su de l'artiste, s'en considérait seulement comme usufruitier et destinait cet ensemble à la bibliothèque. Il en avait informé Bouchot. Henri Bouchot, c'était le directeur du cabinet d'estampes entre 1898 et 1906, en lui disant, je continue la citation, « Surtout, n'achetez pas de Degas, vous me fâcheriez. Cela, je l'ai entendu raconter 20 fois par Courbin et par Lemoine. » Malheureusement, aucune trace écrite ne s'est conservée de ces volontés et les héritiers d'Alexis Rouart ne se sont pas crus liés par une promesse purement verbale. C'est pourquoi, depuis 30 ans, nous saisissons les occasions de plus en plus difficiles de combler cette lacune. Et nous n'y avons pas trop mal réussi, puisque sur 65 planches connues, il ne nous en manque maintenant que 17, la plupart secondaires. C'est le fils d'Alexis Rouart, donc prénommé Henri Rouart, comme son oncle, l'ami de Degas, qui a hérité de cette collection d'estampes de son père, et c'est donc auprès de lui que vont être acquises plusieurs pièces entre 1932 et 1933. On identifie bien ces pièces grâce au cachet que vous voyez ici, d'Alexis Rouart. Ce cachet figure notamment sur cette pièce majeure, Mademoiselle Becca aux ambassadeurs, une lithographie de 1877, achetée à Henri Rouart, donc le descendant d'Alexis Rouart, le 9 mai 1932, en même temps que 3 autres estampes, comme on le lit ici, sur le registre des acquisitions du département. Sur cette même page du registre, on constate que les achats se poursuivent à peu de temps d'intervalle. À la date du 18 juillet, ce sont 3 autres gravures qui sont achetées pour 34 950 francs. Le portrait du graveur Tourny intègre ce jour-là les collections de la Bibliothèque nationale, 20 ans après celles du cabinet d'estampes modernes de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. En tout, ce sont 10 estampes qui seront achetées au cours des années 1932-1933 à Henri Rouart, qui va donner également, en souvenir de son père, le 7 juillet 1932, 4 très précieuses gravures de Degas qui sont témoins des expérimentations gravées de la fin des années 1870. Donc il y a derrière le rideau de fer les 2 danseuses dans les coulisses et sur la scène, que vous voyez ici. Les autres estampes issues de la collection d'Alexis Rouart ont transité par Marcel Guyot, à qui la famille Rouart avait cédé un certain nombre de pièces. Et parmi ces pièces achetées à Guyot entre 1930 et 1935, un des très nombreux états, il y en a 20 en tout, de Marie Cassatt au Louvre aux peintures, qui a été acheté donc le 21 juin 1933 pour la somme de 2500 francs. Le budget total des 38 estampes de Degas achetées entre 1930 et 1935 par Lemoine pour former l'œuvre de Degas à la Bibliothèque nationale était de 158 750 francs. Et il faut préciser qu'aucun monotype n'a encore été acquis à ce moment-là. Les 2 premiers le seront en février 1943, donc très tardivement, à la vente de la collection Georges Viau, où la Bibliothèque nationale acquiert donc le torse de femme et la sortie de bain, soit 32 ans après les acquisitions de Clément Janin pour le cabinet d'estampes modernes de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Comme on le voit sur le registre, la sortie de bain, en rapport avec une gravure du même sujet, a été acquise pour un prix très important, pour 137 000 francs, alors que ce magnifique torse de femme de beaucoup plus grand format, tiré à l'encre brune, qui est véritablement le fleuron de notre collection, a été adjugé au même prix qu'une lithographie, donc 31 000 francs. Si Degas a été un producteur régulier et je dirais obstiné de monotypes, on en dénombre environ 450, ce n'est pas le cas de Marie Cassatt, dont le nombre de monotypes connus est très limité. Et de manière assez exceptionnelle, c'est le même monotype de Cassatt qui figure dans les 2 collections. À gauche, celle de la Bibliothèque nationale, à droite, celle de Doucet. Ça nécessite quelques explications, puisque par nature, un monotype est unique, sauf qu'on peut obtenir, après un 2e passage, comme Jonas Beyer vous l'a rappelé ce matin, un 2e tirage, très pâle, qu'on appelle épreuve fantôme, dont Degas se servait comme base pour ses pastels, et que Marie Cassatt, ici,
a réutilisé pour une deuxième épreuve, en complétant son sujet, en ajoutant ce fond vert tilleul et en ajoutant l'album dans les mains de cette mère qui montre un ouvrage à son enfant, d'où le titre du monotype de Doucet, l'album. La chronologie des acquisitions ne suit pas la progression du travail de Marie Cassatt. L'épreuve achevée, celle de droite, a été acquise par Doucet auprès d'Alfred Strolin le 15 décembre 1906, de manière donc très précoce, alors que celle de la Bibliothèque nationale l'a été 15 ans plus tard, en 1921, et toujours auprès du même marchand, donc de Strolin. C'est évidemment un très très bel exemple de la complémentarité de nos deux fonds. En plus de ce monotype en couleur, Doucet a acheté, toujours auprès de Strolin, en 1907, le même jour que les 5 Degas qui débutent sa collection, la leçon de banjo, une pointe sèche et aquateinte en couleur de 1893. Par comparaison, c'est seulement en 1938 que cette estampe entrait au cabinet des estampes. Donc vous avez les preuves ici à droite. Les 26 estampes de Marie Cassatt, 11 pointes sèches en noir et 14 pointes sèches et aquateintes en couleur, qui composent la collection de Doucet, ont toutes été achetées entre 1906 et 1913. Doucet n'a acquis aucune œuvre des années 1880, qui correspond à la période des recherches en noir et blanc menées de concert aux côtés de Degas et de Pissarro. Il s'est concentré sur les pointes sèches et les aquateintes en couleur, exécutées 10 ans plus tard, avec toutefois un intérêt pour les premiers états en noir de ces pointes sèches, comme en témoigne ici le premier état de la leçon de banjo, acheté à la vente d'estampes de la collection de Charles Bermond, dispersée à Drouot en mars 1912, et qui était décrite dans le catalogue de la vente comme une très belle épreuve d'état signée. Elle a été acquise pour 52 francs. En omnibus appartient à la suite des 10 pointes sèches et aquateintes en couleur de 1890-1891, exécutées par Marie Cassatt à l'imitation des gravures sur bois à la manière japonaise, imprimées par Cassatt elle-même, qui lui a valu l'admiration de Degas et de Pissarro. L'épreuve du 7e état a été acquise par Doucet en 1906 et en 1921 par la Bibliothèque nationale. On a toujours ce décalage de 15-20 ans entre les deux acquisitions. Et dans les deux cas, le fournisseur est le même, c'est toujours le marchand Alfred Strolin. Je mets ici en regard la facture de Strolin pour l'achat de Doucet, des Cassatt, à gauche, et à droite, vous avez le registre des acquisitions de la Bibliothèque nationale. À gauche, 12 planches, acquises auprès de Strolin à 150 francs pièce, le 15 décembre 1906, et à droite, 12 pièces également, que j'ai entourées ici, acquises par la Bibliothèque nationale le 22 juin 1921 auprès du même marchand, mais dans des circonstances particulières que l'on devine ici, avec la mention séquestre sur le registre. Au moment de la guerre, les biens de Strolin, de nationalité allemande, ont fait l'objet d'une mesure de séquestre, et avant leur mise aux enchères, la Bibliothèque nationale a pu prélever ce qui l'intéressait. Et c'est Paul-André Lemoine, dont on a parlé, qui s'est chargé de ce choix. 133 pièces d'artistes des 19e et 20e siècles ont été sélectionnées pour un prix global fixé par le ministre de la Justice de 15 000 francs. Et parmi ces pièces, les 12 pièces de Marie Cassatt, dont Omnibus que nous venons de voir. Au sein de cette sélection, on remarque également des planches en noir et blanc qui appartiennent à la production des débuts de Marie Cassatt et qui comptent parmi les expérimentations qu'elle a menées aux côtés de Degas et de Pissarro, comme ici la visiteuse, qui est notée ici « Conversation ou en visite ». Ce sont les planches des années du jour et la nuit, planches qui ne figurent pas du tout dans la collection de Doucet. On va terminer cette étude comparative des deux collections impressionnistes donc, avec l'œuvre de Pissarro,
représentée par 21 épreuves dans la collection du cabinet d'estampes modernes de Doucet. La facture d'achat de 12 d'entre elles est conservée. Il s'agit d'une acquisition réalisée toujours auprès de Strelin par Doucet lui-même en mai 1907. Cet ensemble comporte des gravures précoces de Pissarro, comme La Fabrique à Pontoise de 1874 ou Dans les champs à Henry de 1875. Ce sont, dans les deux cas, des eaux-fortes pures. On trouve également des planches plus tardives, exécutées dans le contexte d'émulation des travaux communs avec Degas, comme ce que vous voyez ici, la ferme à Noël, à Ony, dans laquelle Pissarro accorde une place particulière à l'aquatinte, dont il a, avec Marie Cassatt et Degas, expérimenté les nombreuses possibilités. Et donc vous avez à droite l'épreuve conservée à la Bibliothèque nationale. C'est le 6e état qui est dans la collection de Doucet, à droite, à gauche, et le 2e état qui est conservé à la Bibliothèque nationale. Vous verrez que chacune des épreuves de Pissarro est annotée, avec à chaque fois une numérotation, un titre et la signature de Pissarro, ce qui n'est pas le cas sur toutes les épreuves de Pissarro achetées par Doucet. Certains sont des tirages posthumes, donc non signés, et qui sont reconnaissables au cachet de Pissarro, qui figure son monogramme ainsi qu'une fleur. L'épreuve de gauche est entrée dans la collection de Doucet en 1907, celle de la Bibliothèque nationale, comme pour Degas et Cassatt, beaucoup plus tardivement, en 1931. Et elle porte, vous le voyez ici, le cachet MN des musées nationaux, car elle a transité par le musée du Luxembourg entre 1900 et 1931. Elle fait partie de la très importante donation faite par Pissarro au musée du Luxembourg, qui était alors le musée des artistes vivants, donation qu'il a faite en 1900 puis en 1901. C'est un don qui comprenait un ensemble de 88 impressions gravées, pour reprendre les termes qu'il utilise pour désigner ses estampes. Pissarro avait alors 70 ans et le désir d'être reconnu pour l'originalité de ses recherches d'aquafortiste, en même temps que pour ses recherches picturales. Ce sont des épreuves d'essai, des épreuves d'état à noter, qui constitue aujourd'hui le cœur du fonds Pissarro du département des estampes, qui a hérité en 1931 des collections d'estampes du musée du Luxembourg, qui manquaient d'espace pour les conserver, et donc il les a reversées au département des estampes de la Bibliothèque nationale. Pissarro, par ce geste, répondait sans le savoir aux vœux formulés en 1885 par Henri Baraldi, un des défenseurs de la belle épreuve, au détour de la notice du dictionnaire des graveurs du XIXe siècle consacré à Eugène Bléry. Il lançait un appel appuyé aux graveurs à donner leur œuvre complète au département des estampes, comme l'avait fait Bléry lui-même dans les années 1850. Il incitait les graveurs, je le cite, à réfléchir à ceci. Combien de moyens a le cabinet des estampes pour former leur œuvre ? 3. Premièrement, le dépôt légal. Mais s'il est prescrit de déposer des épreuves, aucun texte ne prescrit de déposer de belles épreuves. C'est un fait universellement connu que lorsqu'on demande à un imprimeur ce qu'il faut donner pour le dépôt, on en reçoit invariablement cette réponse, ce que vous avez de plus mauvais. Deuxièmement, les achats. Mais on comprendra facilement qu'il est impossible à un dépôt public de poursuivre et saisir au passage à tout prix tous les états de toutes les estampes de tous les graveurs. Reste le troisième moyen, évidemment le plus sûr, les dons volontaires faits par les artistes. Rien ne vaudra jamais comme œuvre celui que le graveur aura réuni lui-même avec le juste souci de sa réputation présente et future, où il aura mis les beaux états de ses planches et aussi toutes ses pièces rares, planches abandonnées, essais tirés à 2 ou 3 épreuves, que, sans cette occasion, l'on ne pourra plus trouver. Le rappel par Beraldi de ces 3 modes d'entrée au cabinet des estampes de l'ABN met en évidence les limites de la comparaison des enrichissements d'une collection privée et d'une collection publique qui dispose du dépôt légal. Il faut préciser toutefois que le dépôt légal était inapplicable à l'estampe impressionniste. Je vous rappelle que ce sont des œuvres qui sont imprimées à très peu d'exemplaires par les artistes eux-mêmes et qui sont totalement hors des circuits éditoriaux. Et que la bibliothèque ne pouvait pas toujours compter sur les dons, même ceux annoncés, comme on l'a vu avec le cas des descendants d'Alexis Roire pour l'œuvre de Degas.
La démarche volontaire de Doucet en 1906-1907, puis de Clément Janin en 1911, a permis de former une collection d'estampes impressionnistes d'une centaine de pièces, 44 Degas, 27 Cassatt, 21 Pissarro, collection tout à fait cohérente et riche en œuvres majeures, à une époque où les institutions publiques n'avaient ni les moyens ni la volonté de s'y intéresser. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Je pense qu'on a bien saisi les différents modes et aussi les différents rythmes d'acquisition de ces deux institutions voisines qui aboutissent toutefois à une grande complémentarité de ces deux fonds. Alors peut-être que vous avez une petite question avant qu'on fasse une micro-pause. Merci beaucoup. Et je voudrais bien vous demander par rapport aux ventes du marchand Estrelan, Oui. et parce que je vois par exemple que cette vente-là du 14 mai 1907, dont j'avais parlé aussi parce que Doucet, il achetait des estampes de Goya, mais c'est une question aussi qui pourrait être pour les restes des personnes qui ont parlé de Doucet, de ces estampes achetées auprès d'Estrelan. Et au moment d'acheter ces estampes, est-ce que vous pensez qu'Estrelan, il proposait à Doucet des estampes qui gardaient toujours une cohérence entre elles, parce qu'on pourrait voir comme une sorte de généalogie, comme une sorte de cohérence dans l'histoire des techniques de la gravure entre les estampes de Goya, les estampes impressionnistes. Voilà, je voudrais savoir si vous avez des renseignements sur ça, si c'était des propositions un peu arbitraires ou s'il y avait vraiment une volonté. Il me semble que le marchand faisait des propositions. Après, je ne crois pas avoir trouvé dans les archives de traces de courriers qui inciteraient Doucet à choisir tel artiste plus que tel autre. Je ne sais pas. Alors peut-être que vous pouvez répondre, Pascal et Hilaria. Est-ce que vous avez vu Moi, je n'ai pas vu. J'ai vu simplement ces listes et ces factures, mais pas de lettres incitatives qui permettraient de penser que c'est lui qui a fait une sorte de pré-choix. Il me semble que c'est plutôt le goût de Doucet lui-même qui se porte sur ces peintres-graveurs. On est vraiment dans une continuité de peintres-graveurs majeurs de l'histoire de l'estampe du 19e siècle. Donc Goya, on a Manet évidemment aussi, dont on n'a pas parlé mais qui est très présent, et puis ensuite Degas et les impressionnistes. Il y a une vraie continuité qui reflète sans doute le goût de Doucet. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Non ? Pas plus. Merci beaucoup pour ce très bel et passionnant exposé. Vous avez en grande partie répondu à la question que je voulais vous poser dans votre conclusion sur la différence entre une institution nationale dont les enrichissements sont beaucoup liés au dépôt légal et une institution privée dotée par ailleurs de moyens quasiment illimités à l'époque, en tout cas très importants. Mais en même temps, voilà, est-ce que... a priori, je n'avais peut-être pas eu l'occasion de faire tant que ça de comparaison entre des acquisitions, mais est-ce que c'est un décalage qu'on retrouve continuellement au fil de l'histoire, ou tout au moins très fréquemment au fil de l'histoire des acquisitions à la Bibliothèque nationale avec d'autres institutions? Est-ce qu'au contraire... voilà. Et puis, est-ce que... parce que important aussi, évidemment, quand on connaît les responsables des estampes de l'époque, sont les liens entre ces conservateurs et le milieu du collectionnisme et de la production. Alors, est-ce qu'il y a d'autres artistes pour lesquels ça a joué, ou est-ce que là, en l'occurrence, pour ces estampes-là, les conservateurs que vous avez cités, Le Moine, plus tard Laran, etc., n'avaient pas... Est-ce que les goûts, en fait, aussi presque personnels, ou les jugements esthétiques jouent dans d'autres cas où il y aurait eu, au contraire, une capacité de la Bibliothèque nationale, et il y en a eu plein, à attirer des dons dès le départ ou à bénéficier d'acquisitions un peu moins élevées que d'autres?
les goûts jouent énormément, et on en a des preuves dans ce fameux journal du conservateur, où sont consignés beaucoup d'éléments. On a aussi des correspondances, et je pense notamment au cas de Toulouse-Lautrec, qui est très, très intéressant, parce qu'effectivement, notre fonds Toulouse-Lautrec repose sur le don de la mère de Toulouse-Lautrec, qui est venue au département des Estampes remettre le meilleur de l'œuvre lithographiée de son fils, très peu de temps après sa mort. Sans ce don, nous n'aurions pas ce fonds absolument spectaculaire. Et on a dans les notes de Bouchot, qui était le conservateur de l'époque, des indications, je dirais, de sa réticence devant l'œuvre de Lautrec, qu'il n'appréciait pas particulièrement. On a failli passer peut-être à côté de ce beau don, parce que il le mentionne à peine. Enfin, c'est vraiment, pour lui, quand on voit le journal à cette période-là, il y a plein de choses qui sont consignées, et le don, on le voit apparaître 2-3 ans après, donc comme si c'était quelque chose d'absolument anecdotique, alors que c'est fondamental. Et on sait que Bouchot avait un goût peut-être un peu conservateur, n'était pas très forcément porté vers l'art moderne, et qu'il aurait pu passer effectivement à côté d'artistes importants. Donc c'est les relations des conservateurs, des directeurs du département, avec les familles, avec les artistes eux-mêmes, sont absolument fondamentales dans les enrichissements. Alors pour Pissarro, la chance, ça a été Léonce Bénédite. C'est pas nous, c'est pas le département des Estampes, c'est Léonce Bénédite et Pissarro qui avait cette démarche de vouloir donner son œuvre pour être sûr qu'il soit conservé dans de bonnes conditions et qu'on y ait accès au même titre que son œuvre peinte. Donc il le mettait vraiment sur un pied d'égalité, et heureusement que Léonce Bénédite l'a accueilli au sein du musée des artistes vivants, et qui ensuite il est arrivé au département des Estampes. Mais effectivement, c'est les relations et les goûts des conservateurs, même s'ils se doivent d'être parfaitement objectifs et de ne pas se projeter dans ce qu'ils achètent, ont influé forcément sur la constitution des fonds. Merci beaucoup. Avant qu'on prenne une pause, parce qu'on en a besoin, une petite question, et c'est une forme de réponse à Guillermo qui posait la question. Merci, c'était passionnant de contribuer à ce colloque de 2 jours sur Alfred Strelin. On se rend compte à quel point c'est une figure sur laquelle il y a peu, et je veux citer Gilles Monet, qui est un collègue qui est en Suisse et qui a publié un des seuls articles en fait qui déterre un peu le cas Strelin, dont on connaît mieux la deuxième phase de la carrière et moins du tout la première, en raison du séquestre en fait de ses biens et de sa collection à la fois privée et en tant que professionnel en 14 que vous mentionniez. Donc pour répondre très très brièvement à la question qui a été posée, Strelin parfois oriente quand il dit là j'ai ce Manet, c'est très rare, etc. Donc il y a des lettres qui vont en ce sens. Donc sur Manet c'est très parlant. Et par ailleurs il y a des factures où il achète un dessin de Daumier, un dessin, des estampes 19e et puis un recueil de Tiepolo. Donc vraiment, parfois, il y a un peu tout en même temps. Il y a ce flou entre le privé et le projet du cabinet d'estampes en gestation dans les années 1900 et quelques. Mais alors, je me demandais sur la mise au même plan, en fait, d'une acquisition auprès de Strelin de Doucet de 1907-8 et de l'autre côté de votre PowerPoint, acquisition auprès de Strelin en 21 dans le cadre d'un séquestre de guerre où, en fait, Strelin n'avait pas vraiment eu son mot à dire. Donc, en fait, voilà, c'est le rôle de Strelin. Oui. Les 2 mêmes épreuves des 2 institutions, oui. Savoir quand elles sont rentrées. Après, il n'y a pas effectivement plus de liens que ça. Oui, c'est très frappant en tout cas. C'est simplement pour souligner quand même le décalage dans la chronologie de l'entrée de ces pièces au département des Estampes qui arrive vraiment postérieurement. C'est le moment de la pause. On a un quart d'heure de pause. Alors, peut-être simplement, je ne sais pas si vous m'entendez mieux, mais donc on va, en raison du retard, et puis pour ne pas rogner ni sur la pause, ni sur les discussions à venir en fin de journée, on va passer la communication de Natalia Loricella, on va l'insérer demain matin dans le programme. C'est une communication qui sera en vidéo. Donc voilà, ça ne pose pas de problème de la déplacer, mais donc elle aura lieu demain à la place de la communication de Camille Belvès, donc sur une mini-session dont la cohérence sera respectée, puisqu'il sera beaucoup question de technique, lithographie et gravure sur bois. Mais donc vous avez 15 minutes de pause.